Il y a cette sensation universelle, très particulière, qu'on a tous probablement ressentie au moins une fois. Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles. C'est le fait d'arriver au bureau un mardi matin ou de s'asseoir à la table d'un repas de famille et d'avoir soudainement l'impression de poser le pied sur un champ de bataille miné. Complètement. Avec cette boule au ventre avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Voilà, cet épuisement mental immédiat. Et tout ça à cause d'une seule personne. Une personne qui aspire toute l'énergie de la pièce, en fait, qui manipule tout le monde avec une facilité déconcertante et qui surtout ne se remet jamais en question. C'est une description assez glaçante, hein, mais tellement réelle pour beaucoup de gens. N'est-ce pas? Bon, décortiquons ça. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration approfondie, absolument fascinante. On a rassemblé des tonnes de sources, des articles de recherche, des profils psychologiques, et on va se concentrer sur les travaux de Berbel Meckler. Des travaux vraiment essentiels, oui. Notre mission, avec cette plongée, c'est de comprendre le mode de fonctionnement de ce qu'elle appelle les psychopathes du quotidien. Bref, ces personnalités toxiques qui avancent masquées parmi nous. Et c'est vraiment une analyse indispensable. Parce que ça s'adresse à quiconque se sont pris au piège en ce moment. Qu'on parle d'un collègue qui harcèle subtilement, ou d'un parent écrasant, ou même d'un partenaire de vie dominateur. Et ce sentiment d'impuissance, ou cette culpabilité constante qu'on finit par ressentir, c'est destructeur. C'est ça, en épluchant toutes ces sources, on réalise que ces comportements obéissent à des schémas hyper précis. Et dès qu'on comprend la mécanique, la peur commence à s'évaporer. Exactement. Mais en lisant toutes ces notes, je suis restée frappée par une chose. Laquelle? Est-ce que ces individus sont vraiment des génies du mal, des maîtres d'échecs tout-puissants, ou bien est-ce qu'ils sont au fond juste des ombres terrifiées qui masquent une faiblesse abyssale? Et cela soulève une question importante sur la nature de ce pouvoir toxique. C'est tout le paradoxe de notre discussion d'aujourd'hui. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord casser un mythe. Lequel? Quand on lit le mot psychopathe dans ces études, on ne parle pas de ça au sens d'un thriller hollywoodien ou d'un documentaire sur les tueurs en série. Ah oui, on s'imagine tout de suite un type effrayant avec un couteau dans une ruelle sombre. Pas du tout. L'auteur s'appuie sur les travaux très sérieux du criminologue Robert R. Et pour vulgariser sa fameuse liste d'évaluations, il explique que ces gens sont avant tout des prédateurs sociaux. Ils évoluent dans nos open space, dans les beaux quartiers. Dans nos propres familles même. Absolument. Et leur stratégie principale, c'est ce qu'on pourrait appeler le cheval de Troie. Ah, j'ai adoré cette métaphore dans les documents. Le cheval de Troie. Ça veut dire qu'il n'arrive jamais en montrant les dents, en fait. Exactement. Au premier contact, ils sont charmants, brillants, charismatiques. Ils savent lire une pièce, flatter l'ego de leur cible. Le masque social est impeccable. Mais une fois qu'ils sont entrés dans la forteresse, Voilà. Une fois qu'ils ont un contrat de travail, une bague au doigt ou une confiance absolue, le masque tombe. Et la cruauté sans scrupule prend le relais. il faut que j'en parle. C'est l'histoire de cet homme de 73 ans. Ah oui, je vois très bien de quel cas clinique tu parles. C'est fou. Donc on a cet homme, santé très fragile, qui souffre d'alcoolisme, de dépression, bref, une situation globale compliquée. Et pourtant, il explique le plus sérieusement du monde à sa compagne, qui a 20 ans de moins que lui, qu'elle n'est vraiment pas à sa hauteur. C'est d'une arrogance incroyable. Oui, il est persuadé de pouvoir séduire n'importe quelle jeune femme dans la rue. Mais la vraie chute de l'histoire... La fameuse scène du restaurant. Oui, il lui affirme droit dans les yeux que lorsqu'il entre dans un restaurant, toutes les femmes présentes sont tellement subjuguées par son aura incroyable qu'elles en laissent littéralement tomber leurs couverts dans leurs assiettes. C'est tellement gros qu'on pourrait croire une blague. Mais ce qui est fascinant ici, psychologiquement parlant, c'est qu'il n'essaie pas juste de rabasser sa compagne. Il y croit profondément. Attends, il pense vraiment que les couverts tombent? Oui. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce masque de perfection absolue, il n'est pas seulement fabriqué pour tromper les autres. Il est fabriqué pour se protéger soi-même. Ah, d'accord. Ces personnalités ont un ego d'une fragilité terrifiante. Pour eux, admettre une seule faille, c'est percevoir un danger de mort psychologique. Toute leur construction mentale s'effondrerait. Donc ils réécrivent constamment la réalité, même si ça frise le ridicule. Juste pour maintenir cette illusion de supériorité. Donc c'est pas de la confiance en soi, hein, c'est de l'instinct de survie pur et dur. C'est exactement ça. Ça explique tellement de choses. Et cette impossibilité viscérale de reconnaître la moindre erreur, ça nous mène tout droit à un autre concept très présent dans les recherches,
la projection de culpabilité. Un mécanisme classique, oui. Alors pour être clair, est-ce que c'est juste une façon compliquée de dire qu'il rejette toujours la faute sur les autres, ou il y a une mécanique plus vicieuse en jeu? C'est bien plus vicieux qu'une simple excuse de cours de récréation. La projection, au sens psychologique, c'est un mécanisme où la personne prend littéralement ses propres défauts et les greffe sur quelqu'un d'autre. Comme si ça ne leur appartenait pas? Puisqu'il est impossible pour eux de ressentir de la honte, le cerveau court-circuite. Ils décident que l'incompétence vient forcément de l'extérieur. Ce qui me fait penser à cette autre histoire dans le dossier. Le patron tyrannique. C'est un classique absolu. On a ce manager qui est un désastre ambulant. Ah oui, celui qui oublie ses rendez-vous et perd de ses dossiers. Voilà, il n'a aucune motivation et ses secrétaires passent leur journée à éteindre les incendies qu'il provoque dans l'ombre. Et que se passe-t-il le jour où la secrétaire fait une minuscule erreur? Alors, c'est là que ça devient complètement fou. Le seul jour où elle oublie une virgule dans un rapport, il sort de son bureau avec un visage noir de colère et il la détruit publiquement devant tout l'open space en hurlant qu'il est intolérable de travailler avec des gens aussi incompétents. C'est le manuel parfait du prédateur social. En explosant de cette manière, non seulement il se déleste de sa propre angoisse d'incompétence, mais en plus il détruit la confiance de son entourage. On marche sur des œufs en permanence avec ce genre de personnes. Quand on travaille pour quelqu'un comme ça, on finit par douter de sa propre santé mentale. Et le pire, c'est l'absence totale de remords. Ah, l'absence de remords, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et glaçant aussi. Le livre parle d'un concept que j'adore appeler le frigo émotionnel. Le frigo émotionnel, oui. C'est un peu comme vivre avec un congélateur qui déciderait de se transformer en cheminée chaleureuse uniquement quand il y a des invités à la maison. Et c'est une excellente image. Le contraste entre la sphère publique et la sphère privée est souvent insoutenable. Laisse-moi partager l'histoire de Romain pour illustrer ça. Romain raconte une scène de famille avec sa fille de 15 ans de Nel. Un soir, cette adolescente rentre à la maison dans un état épouvantable. Un gros chagrin d'adolescente. Oui, elle s'effondre sur son lit, elle pleure toutes les larmes de son corps. Et là, la mère passe dans le couloir. Elle s'arrête, voit sa fille dévastée et lui lance avec une froideur chirurgicale de ne pas pleurer si fort parce qu'elle veut aller dormir. Aucune question, aucun geste affectueux. Juste l'agacement d'être dérangé par le bruit. Exactement. Et Roman précise dans ses notes que si les voisins avaient été là, cette même femme aurait joué la mère éplorée, serrant sa fille dans ses bras avec des larmes de crocodile parfaitement exécutées. C'est terrifiant. Mais c'est là qu'il faut comprendre le pourquoi. L'empathie, la vraie compassion chaleureuse, ça n'existe pas dans leur logiciel interne. Ils simulent les émotions quand ça sert leurs objectifs. C'est un jeu d'acteurs, en fait. Si on relie ça à la situation globale de leur psyché, on comprend que pour eux, l'amour ou l'attention, ce ne sont que des monnaies d'échange. C'est purement transactionnel. Un outil pour obtenir la soumission de l'autre. Tout à fait. Leurs actions découlent d'une croyance fondamentale que le monde est plein de traîtrise et qu'il faut attaquer ou dominer pour ne pas être détruit. Cette froideur, ce congélateur, c'est une armure tactique. Alors justement, face à quelqu'un qui porte une armure tactique pareille, qui joue avec les émotions comme avec des pions, comment on fait? C'est là que notre exploration devient ultra pratique. On a compilé les meilleures stratégies pour contre-attaquer, mais sans jamais entrer dans une confrontation frontale. C'est crucial d'éviter le combat direct. Mais d'abord, quelle est l'erreur fatale, le piège dans lequel on tombe tous? Le piège numéro 1, c'est d'essayer de s'expliquer, de se justifier face à l'injustice de leur attaque. Ah oui, le fameux « non, je n'ai pas dit ça, tu comprends mal ». C'est notre réflexe humain le plus basique. On est accusé à tort, on veut rétablir la vérité. Sauf qu'avec ces personnalités, c'est jeter de l'huile sur le feu. Ils se nourrissent de cette détresse. C'est leur carburant. Donc montrer qu'on est blessé, ça ne déclenche aucune empathie chez eux. Absolument pas. Voir qu'on pleure ou qu'on se débat, c'est la preuve ultime que leur pouvoir de nuisance fonctionne. Chaque justification sera retournée contre la victime. J'ai adoré l'analogie que les recherches font avec les arts martiaux asiatiques. L'idée, c'est de ne pas opposer de résistance directe. C'est ça, l'aïkido psychologique. On utilise la force de l'attaquant et on laisse son coup tomber dans le vide. Et il n'y a pas de meilleur exemple que l'anecdote d'Udo. Mon héros personnel dans ce dossier. Ah oui, la scène de la fête d'anniversaire, une masterclass. Je plante le décor. On est à une soirée, bonne ambiance, et soudain, Udo se retrouve encerclé par un petit groupe de jaloux. Il commence à l'attaquer grossièrement, à le piquer, cherchant clairement à le faire exploser ou à le voir se justifier. Un scénario classique d'intimidation en groupe. Qu'est-ce qu'aurait fait une personne lambda? Elle aurait rougi, balbutié, ou elle aurait hurlé en retour, ce qui aurait ruiné la fête. Mais Udo, lui, il se lève calmement, sans aucune agressivité, et il annonce simplement que l'atmosphère ne lui plaît plus. Et la phrase qu'il prononce ensuite, c'est « la souveraineté totale ».
magique. Il les regarde et dit très sereinement que si leurs reproches les aident à se défouler, grand bien leur fasse. Mais que lui préfère rentrer boire un bon verre de vin au calme, en les laissant se débrouiller avec, et je cite, leurs ordures mentales. Et il part. C'est brillant. Analysons pourquoi. Udo ne se défend pas sur le fond des attaques. Il se place au-dessus. Il observe le processus toxique, il le nomme et il se retire. Il coupe le robinet de carburant. Les agresseurs se retrouvent bêtes, avec toute leur agressivité sur les bras. Exactement. Sans avoir réussi à créer de victimes. Il y a une autre réplique magistrale dans le source pour désamorcer une attaque personnelle. Imaginons une attaque insidieuse en réunion. La phrase recommandée, c'est de dire très calmement: vous devez être une personne bien triste pour prendre plaisir à blesser les autres. Nous ne sommes pas vos parents qui vous ont fait du mal. Nous ne pouvons pas guérir votre souffrance. Boum. C'est d'une puissance redoutable. Ça remet instantanément la responsabilité et le malaise sur les épaules de l'agresseur. On refuse de porter leur honte. C'est un renversement total de la dynamique. On passe de la victime tremblante à l'observateur clinique. Mais ça soulève une énorme question. La question du miroir. Pourquoi nous emballons? Est-ce que c'est juste la faute à pas de chance si on attire ce genre de prédateur? Alors, c'est la phase la plus introspective de ces travaux. Et la vérité est parfois difficile à entendre. Si ces prédateurs sociaux entrent dans notre vie, c'est parce qu'on leur offre notre propre faiblesse. Quel genre de faiblesse on parle de quoi là? La peur des conflits, par exemple. Le besoin épuisant de plaire à tout le monde. Le manipulateur est un scanner humain. Il voit ça et s'en sert. C'est pour ça que les textes suggèrent de les voir comme le sel dans la soupe de notre évolution personnelle. Le sel dans la soupe, c'est joliment dit. Ça me rappelle les passages sur le philosophe Eckhart Tolle et son concept de l'ego. Comment on pourrait vulgariser ça? Dans ce contexte, l'ego, c'est l'identité sociale qu'on se construit, notre image. Quand le manipulateur attaque, il vise cette image. Il piétine notre statut de bonne employée ou de mère parfaite. Et ça fait mal, parce qu'on s'identifie trop à cette image. Mais en attaquant ça, il nous force finalement à chercher notre véritable être. Celui qui est bien plus profond et qu'aucun manipulateur ne peut toucher. Une claque brutale mais libératrice. Ce qui nous amène au concept le plus difficile à avaler, le pardon. Les sources ne disent pas de se forcer à aimer son bourreau, hein. Absolument pas. Pour le vrai pardon, les recherches s'appuient sur la méthode de Byron Katie. Le travail. Comment ça fonctionne? Prenons une pensée toxique. Ce collègue devrait me respecter. Byron Katie propose de soumettre ça à des questions implacables. Est-ce que c'est vrai? Oui, dans l'idéal. Pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Non, la réalité prouve qu'il ne respecte personne. Ensuite, on demande comment on réagit quand on croit cette pensée. On est en colère. Et la question cruciale, qui seriez-vous sans cette pensée? On serait soulagé, libre. C'est ça le vrai pardon. Réaliser que le psychopathe est sa propre victime, incapable de ressentir la chaleur humaine. En comprenant cela, on cesse d'attendre d'eux le respect qu'on devrait s'accorder à soi-même. On lâche prise. En plongeant dans ces sources, on découvre que ce n'est pas qu'un manuel de survie. C'est un appel puissant à reprendre le contrôle de sa propre vie, à fixer des limites infranchissables. Oui, utiliser les obstacles pour grandir. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Le comportement des personnes toxiques ne définit en rien la valeur de ceux qu'elles attaquent. J'encourage vraiment tout le monde à aller plus loin avec ces textes pour y trouver des exercices d'introspection salvateurs. C'est le mot de la fin. Et si, en fin de compte, ces prédateurs sociaux n'étaient pas des monstres invincibles? Mais de simples révélateurs. Voilà. Des figures tragiques prisonnières de leur propre vide émotionnel qui, par leur cruauté, nous offrent l'opportunité brutale mais nécessaire de découvrir notre propre puissance intérieure et de tracer enfin des limites infranchissables. C'est une réflexion très puissante pour clôturer. Merci à tous d'avoir partagé cette plongée avec nous. On se retrouve très vite pour explorer de nouvelles sources fascinantes.